Alors, ma thématique de ce soir, c'est polyarthrite rhumatoïde ou rhumatisme psoriasique, l'échographie peut-elle trancher? C'est un sujet, nous avons choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui reste toujours sur sa faim. Nous avons pensé que c'est un sujet qui reste toujours utile pour nous, pour notre pratique courante. On va essayer donc de décortiquer tout ceci ensemble. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que le rhumatisme psoriasique est souvent sous-diagnostiqué, ça on le sait, pour plusieurs raisons, multiples raisons. D'abord parce que c'est une maladie qui a plusieurs visages, donc une présentation clinique hétérogène. Ensuite, il y a certains symptômes ou manifestations qui se chevauchent avec d'autres maladies, en particulier avec la polyarthrite rhumatoïde ou encore avec l'arthrose digitale. Ensuite, il y a certains patients qui sont suivis pour un psoriasis cutané et qui considèrent leurs manifestations comme banales, manifestations musculo-squelettiques, je veux dire, et qui ne rapportent pas ceci à leur dermato, à leur médecin traitant. Et enfin, et on le sait tous, donc contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, il n'y a pas de marqueur spécifique, en particulier immunologique spécifique pour le diagnostic de rhumatisme psoriasique. Alors, d'un autre côté, il y a l'échographie. Et les lésions élémentaires au cours du rhumatisme psoriasique sont très riches, sont très variées. Et la question qu'on peut se poser, alors, est-ce que ces lésions sont spécifiques du diagnostic du rhumatisme pso? Alors, en d'autres termes, cet outil peut-il nous faire un diagnostic plus précoce du rhumatisme psoriasique? Et donc, mon rôle dans les prochaines minutes, c'est d'essayer de discuter en profondeur de ce que peut nous apporter l'échographie dans ce domaine-là. Et on va partir de ce cas clinique, c'est un cas clinique véridique. Alors, c'est une patiente qui est venue me voir, 47 ans. Elle a un antécédent d'un psoriasis qui évolue depuis une vingtaine d'années, cuir chevelu et ongles. Et elle rapporte depuis 2 ans une polyarthralgie inflammatoire, grosses et petites articulations, y compris les IPD. Alors, à l'examen, c'est une patiente qui est obèse. Elle a beaucoup d'articulations douloureuses, 4 articulations gonflées, y compris poignet et 2 MCP. À l'examen, donc, elle avait une limitation de la mobilité de sa hanche droite, qui était par ailleurs douloureuse. Elle a ramené un bilan inflammatoire, donc elle a un syndrome inflammatoire, VS 60 CRP 51. On avait demandé un bilan immuno, les ACPA étaient fortement positifs à 120, facteur rhumatoïde à 67, le HLA-B27 était négatif, radiographie main et avant-pied tout à fait normale. Voici sa radiographie du bassin. Alors, vous voyez, on peut facilement interpréter la sacroiliaque gauche qui paraît normale. Par contre, la sacroiliaque droite, on a du mal à l'interpréter. Et on voit bien qu'ici, il y a un pincement global de la coxofémorale droite. Alors, cette patiente un peu particulière, elle était très claustrophobe, n'acceptait pas l'idée de faire une IRM. Donc, on a complété par un scanner. Ce scanner a confirmé le pincement de la coxofémorale droite, donc sa coxie droite. Et puis, les sacroiliaques sont tout à fait normales, indemnes. Alors, 2 questions qu'on peut se poser. À ce stade-là, chez cette patiente, porteriez-vous le diagnostic de rhumatisme psoriasique ou de polyarthrite rhumatoïde? Et deuxième question, demanderiez-vous ou au mieux effectuerez-vous une échographie des mains chez cette patiente? Donc, oui et ou non. Et en fait, nous, cette patiente a bénéficié dans notre centre d'une échographie des mains qui a montré cette synovite au niveau des poignets, je dirais entre grade 2 et 3 en mode B, un grade 2 en mode Doppler au niveau des deux côtés en fait, et une ténosynovite des fléchisseurs, là aussi hypervascularisée au Doppler, deuxième et troisième doigt droit. Et en évaluant les MCP, on avait découvert cette lésion-là sur la face dorsale, donc face dorsale 4e et 5e MCP gauche. Alors voici mon agenda. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de comparer toutes ces lésions élémentaires entre polyarthrite rhumatoïde et rhumatisme psoriasique en essayant de dégager à chaque fois si la lésion est vraiment spécifique pour le diagnostic de rhumatisme psoriasique. Et on va commencer par la synovite. Alors d'abord, la définition de la synovite, c'est la même que pour la PR, donc la définition en miracle, on connaît tous. Ensuite, la morphologie de cette synovite, elle est similaire entre rhumatisme pso et PR, donc avec l'hypertrophie synoviale, l'épanchement intra-articulaire et ou l'hypervascularisation Doppler. Par contre, ce qui est différent, c'est ce qui a été mis en évidence dans la littérature. Les points différents, c'est d'abord le nombre de ces synovites qui était significativement moindre dans le rhumatisme pso par rapport à la polyarthrite rhumatoïde, qui va atteindre 90% des articulations chez un patient. Et la distribution, on le connaît du point de vue clinique, ça se confirme à l'échographie. Les synovites siégeraient donc aux IPD au cours du rhumatisme psoriasique contre les poignets MCP et IPP dans la terre.
Alors, c'est ce qui va nous être utile dans notre pratique courante. Le nombre, on ne va pas commencer à compter les synovites. Je pense que ce paramètre-là ne sera pas très utile pour nous dans la pratique courante. On passe à l'atteinte tendineuse. Cette atteinte, on le sait, elle peut exister dans ces deux rhumatismes, dans le rhumatisme pso et l'APR, et peut parfois être difficile à distinguer entre ces deux pathologies. Alors, la première question, quel site allons-nous évaluer? Et là, il y a une sorte de consensus d'experts pour dire que les sites les plus utiles, les sites anatomiques les plus utiles, c'est d'explorer au niveau des mains, bien sûr, c'est les tendons fléchisseurs au doigt, donc face palmaire à la recherche de ténosynovites, les 6 compartiments des extenseurs au poignet, là aussi à la recherche de ténosynovites, face dorsale donc, et ensuite les tendons extenseurs des doigts, cette fois-ci à la recherche de péritendinite, puisque ces tendons ne sont pas, je vous rappelle, qu'ils ne sont pas dotés d'une gaine tendineuse, donc on ne peut pas parler de ténosynovite, mais plutôt d'une péritendinite. Alors, commençons par la ténosynovite. Dans le rhumatisme pso, ce qui est le plus observé, c'est la ténosynovite des fléchisseurs des doigts, comme ici chez une de nos patientes ayant rhumatisme psoriasique. Donc, ça atteindrait 40% des sujets en rhumatisme pso, ténosynovite des fléchisseurs. Par contre, dans la PR, ce qui prédominerait, c'est le compartiment des extenseurs au poignet, et en particulier l'extenseur ulnaire du quart, comme vous voyez ici, en courbe transversale et longitudinale, qui va être présent chez à peu près la moitié des patients. Donc, pour le rhumatisme pso débutant, c'est plutôt la ténosynovite des fléchisseurs. Pour la PR, c'est surtout les extenseurs au poignet. Mais bien évidemment, au cours du rhumatisme pso, on peut rencontrer une ténosynovite des extenseurs au poignet et vice-versa pour la PR. Alors, si on passe à la péritendinite, voici d'abord comment on évalue les tendons extenseurs des doigts. Ça s'évalue en regard des MCP, coupe longitudinale, coupe transversale. Il ne faut pas trop appuyer avec la sonde, une grosse quantité de gel, et le voici, notre tendon avec sa structure fibrillaire qui passe au-dessus de la capsule articulaire, donc longitudinale, et là, ce tout petit rang en transversal. Ici, voici à quoi ressemble une péritendinite. C'est des images que j'ai prises de cet article-là. Donc, le tendon, il est là. Ensuite, on le perd puisqu'il perd sa structure fibrillaire. Il est hypoécogène, entouré d'un épaississement, hypervascularisé au Doppler. C'est à peu près la même image. Le voici le tendon. Donc, il s'y associe des érosions au niveau de la MCP. Alors, dans ce tableau-là, j'ai essayé de regrouper toutes les études s'étant intéressées à évaluer cette lésion-là et à comparer entre PR et rhumatisme psoriasique. Vous voyez qu'il n'y en a pas des masses, mais le résultat est là, quelle que soit l'étude, ou la méthodologie, ou l'effectif, ou le mode échographique, eh bien, cette péritendinite des extenseurs, on le voit bien, est significativement plus fréquente avec des P significatifs dans le rhumatisme pso par rapport à la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, on pratique deux points à retenir, c'est que cette péritendinite des extenseurs est une caractéristique clé du rhumatisme pso qui peut nous être utile, nous, dans notre pratique courante en cas de doute. Alors, c'est très facile de mettre la sonde et de voir, donc de jeter un coup d'œil pour voir s'il y a ou non, comme ici, par exemple, une péritendinite des extenseurs. Et puis, deuxième point, ça a été relevé dans l'une de ces études, c'est que le gonflement des MCP qu'on voit chez nos patients rhumatisme pso, eh bien, il pourrait correspondre soit à une synovite, soit une péritendinite des extenseurs est détectée avec la même fréquence. Donc, il faut faire attention. Donc, ça peut ne pas correspondre à un synovite, mais plutôt à une péritendinite des extenseurs, cette MCP gonflée. Alors, pour les anthésites, on connaît très bien la définition homéracte de l'anthésite, donc qui associe obligatoirement une atteinte inflammatoire avec un aspect hypoécogène, épaissi, plus ou moins signal Doppler, qui doivent siéger à moins de 2 mm de la corticale et qui peuvent s'y associer donc une atteinte structurale à érosion, anthésophyte ou calcification. Alors, cette définition de l'homéracte a certaines limites qui ont été bien soulignées par le groupe GRAPPA. L'une de ces limites, c'est que ces lésions structurales, en fait, surtout les anthésophytes, elles sont relativement fréquentes, surtout aux membres inférieurs, en dehors de tout contexte du rhumatisme psoriasique, en particulier chez les sujets obèses, chez les sujets âgés, à cause d'une atteinte dégénérative. Et donc, pour pallier à cette insuffisance, on va s'intéresser plutôt aux petites anthèses qui siègent au niveau des doigts, qui logiquement sont moins contraintes à cette surcharge mécanique. C'est ce qu'ils appellent les mini-anthésites. Alors, on va les voir au niveau des tendons extenseurs, ensuite des tendons fléchisseurs. Donc, tendon extenseur, face dorsale. Le tendon extenseur, sachez qu'il a, ou je vous rappelle qu'il a deux anthèses, donc deux points d'insertion qui peuvent être le siège d'anthésite.
Donc, c'est d'abord l'insertion de la bandelette centrale sur la base, la voici, sur la base de l'IPP. Ensuite, l'insertion des bandelettes latérales sur la base de l'IPD et les deux peuvent être le siège d'anthésite. Alors d'abord, cette anthésite aux IPD, donc des bandelettes latérales. La voici par exemple, cette anthésite. Donc là, c'est l'angle. Là, c'est la phalange distale, notre articulation IPD. Le tendon, il est là. Ça, c'est son anthèse et on voit qu'il y a des calcifications des anthésophytes. Là, par contre, c'est un ostéophyte. Donc, sa prévalence échographique a été estimée à 34% à peu près, mais cette atteinte est plus fréquente en cas de nycopathie associée. Alors, dans cette étude récente, ils avaient évalué les anthèses latérales, ils les avaient comparées entre rhumatisme psoriasique, PR, arthrose digitale et sujet témoin. Ce qu'ils avaient trouvé, premier résultat, c'est que cette anthésite était significativement plus fréquente dans le rhumatisme pso par rapport aux autres pathologies. Mais le deuxième résultat est encore plus intéressant parce que l'hypervascularisation Doppler, comme vous le voyez ici, elle était exclusivement retrouvée dans le rhumatisme psoriasique, dans aucune autre anthèse des autres pathologies. Alors, pour les anthésites aux IPP, il y a ces deux études-là, alors menées par Zabotti. Zabotti, c'est le grand monsieur de l'échographie dans le rhumatisme psoriasique. Alors, il a comparé donc, les lésions entre rhumatisme pso et PR, et il avait trouvé que l'anthésite centrale était exclusivement retrouvée dans le rhumatisme psoriasique, que ce soit en mode B, comme vous le voyez ici, ou en mode Doppler. Et cette hypervascularisation avait une spécificité de 100% dans son étude pour le diagnostic de rhumatisme psoriasique. Et donc, en pratique, ces anthésites, qu'elles soient aux IPP ou aux IPD, seraient des lésions spécifiques du rhumatisme psoriasique, surtout l'hypervascularisation, on va dire. Mais il ne faut pas oublier que, en pratique, la détection de ces toutes petites lésions, c'est des lésions qui restent de toute petite taille, nécessite un matériel assez sophistiqué, des sondes haute fréquence, et surtout, elles sont relativement chronophages si on va se mettre à évaluer. Donc, ça fera 20 anthèses côté dorsal. Sans oublier le côté palmaire, donc les anthésites des fléchisseurs. Je vous rappelle que le tendon fléchisseur profond va s'insérer sur la base de P3 et on peut l'observer. Donc, voici son image échographique normale. Donc, il va s'insérer sur la base de P3. Voici à quoi correspond une anthésite des fléchisseurs. Vous voyez qu'il y a des érosions et un anthésophyte et également des calcifications, donc en coupe longitudinale. Surtout, on les explore en coupe longitudinale, mais également en coupe transversale. Alors, l'anthésite des fléchisseurs, dans la littérature, elle a été moins explorée que celle des extenseurs. Il y a une seule étude avec des effectifs pas très fournis, comparant rhumatisme pso et PR. Et là, je tiens à souligner que dans toutes les études que j'ai présentées ou je vais présenter, l'effectif dans le rhumatisme psoriasique est toujours relativement faible. On sait que le rhumatisme pso est beaucoup moins fréquent que la PR. Et l'échographie dans le rhumatisme pso, c'est encore plus rare, on va dire. Donc, dans cette étude-là, ce qu'ils avaient trouvé, c'est que l'anthésite, là aussi, était significativement plus fréquente dans le rhumatisme psoriasique par rapport à la polyarthrite rhumatoïde, que ce soit à l'échelle de l'articulation ou à l'échelle du patient. Voilà donc pour l'anthésite. Alors, on passe aux poulies. Les poulies qui sont considérées comme des anthèses fonctionnelles, celle qui est la plus explorée, c'est la poulie A1. Voici comment on l'explore. Elle siège en regard du tendon, en regard de la MCT au-dessus du tendon fléchisseur. C'est cette petite structure qui est hypoépogène, en coupe également transversale. Maintenant, ces poulies, en fait, ont été impliquées dans la ténosynovite et dans la dactylite du rhumatisme psoriasique via le phénomène de Koebner, avec ce stress physique qui va s'exercer sur la poulie et qui va donner en fait un épaississement de la poulie. Donc, cet épaississement de la poulie qui reste une lésion relativement facile à retrouver en échographie, comme vous le voyez ici, vous voyez cette poulie qui est épaisse, donc ça se voit, elle est beaucoup plus épaisse que celle-là, il y a un agrandissement plus important de cette image, mais quand même, on voit qu'il y a un épaississement de la poulie en longitudinal, en transversal, et cet épaississement était beaucoup plus fréquent dans le rhumatisme psoriasique, dans multiples études par rapport à la PR. On reste toujours dans l'épaississement des poulies. Et là, regardez, dans cette grande étude menée sur plus de 200 patients avec une arthrite débutante des mains, ce qu'ils ont fait, ils les ont suivis sur 1 an de façon prospective. Le diagnostic final a été posé au bout de 1 an.
Et ils avaient comparé les lésions échographiques à l'inclusion par rapport au diagnostic. Ce qu'ils avaient trouvé, c'est que là aussi, dans le groupe rhumatisme psoriasique, il y avait un nombre significativement plus élevé de poulies, donc à l'inclusion par rapport à l'arthrose digitale, par rapport à la PR ou l'arthrite indifférenciée. Et par la suite, ils ont calculé sensibilité et spécificité de cette lésion pour tous les diagnostics. Et vous voyez que ça reste beaucoup plus élevé pour le rhumatisme psoriatique si on compare par rapport à la PR ou par rapport à l'arthrose digitale. Donc là aussi, c'est un paramètre qui est intéressant pour nous en pratique courante. C'est facile à évaluer en échographie. Les lésions structurales, j'ai préféré la mettre dans cet ordre-là parce que, comme vous le savez, peut-être pour le rhumatisme pso, l'échographie n'est pas le meilleur moyen pour évaluer ces lésions structurales, puisque le rhumatisme psoriasique associe érosion et reconstruction. Mais il y a tout de même quelques résultats qui ont été trouvés quand on compare par rapport à la PR. La distribution pour les érosions, c'est plutôt IPD et IPP, alors que ça intéresserait plus les MCP dans la PR. La prévalence par rapport à la PR, elle est moindre, donc il y a moins d'érosion, et c'est des érosions qui sont de plus petite taille par rapport à la PR. Ça a été confirmé par la suite par la microCT à haute résolution. Et là, les érosions sont différentes par la forme et la taille. Elles seraient plus petites, en forme de gamma et en forme de tubule dans le rhumatisme psoriasique. Ces érosions plus petites seraient dues à une reconstruction simultanée au niveau des bords des érosions, donc ces éléments de reconstruction. Alors cet élément, je ne pense pas qu'il sera pratique pour nous en pratique courante. On ne va pas se mettre à comparer ni la taille, ni la prévalence, mais c'est important à connaître. Alors on passe à la dernière lésion, la dactylite. La dactylite, comme vous le savez, c'est l'association de plusieurs lésions élémentaires. La dactylite, contrairement à la synovite ou contrairement à l'anthésite, donc elle n'a pas de définition propre au miracle. La lésion principale reste la mini-anthésite, associée à toutes ces lésions qu'on a déjà vues, la synovite, la ténosynovite, l'épaississement des poulies et la péritendinite des extenseurs. Mais il y a également cet œdème des tissus sous-cutanés. Alors qu'on va essayer de voir plus en détail. Alors cet œdème des tissus mous sous-cutanés, ce n'est pas une définition en miracle, mais un groupe d'experts qui a essayé de définir à quoi correspond en échographie l'œdème des tissus sous-cutanés. D'abord, il faut savoir que ça s'évalue uniquement à la face palmaire et il associe des zones hypo ou anéchogènes anormales, diffusées, comme vous le voyez ici, donc ces zones hypo ou anéchogènes, diffusées ou localisées dans le tissu sous-cutané qui doit s'étendre entre l'épiderme, là, et les structures du tendon, à savoir la gaine du tendon fléchisseur, le péritendon et les coulis, avec un épaississement local, avec ou sans signal Doppler, et bien sûr, à chaque fois, ça doit être vu dans deux plans perpendiculaires. Donc là, c'est la définition de l'œdème des tissus mous sous-cutanés. Ici, comme tout à l'heure, j'ai essayé de regrouper toutes les études comparant cette lésion-là entre PR et rhumatisme psoriasique. Ils avaient calculé également sensibilité et spécificité. Et regardez ce qu'il en ressort. La sensibilité n'est pas très élevée, certes, mais la spécificité reste très élevée. Alors, entre 90 et 100%. Donc, cet œdème, même si on ne le retrouve pas cliniquement, donc j'ai oublié de le dire, donc c'est un œdème, pas forcément la dactylite qui est visible à l'examen clinique. On peut mettre à l'échographie un œdème infraclinique très spécifique pour le diagnostic du rhumatisme pso. Alors, je finis par l'échographie de l'angle. Et là, j'ai préféré ne pas l'inclure dans mon agenda. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voici d'abord l'échographie d'un angle normal. Ça nécessite des sondes haute fréquence, au mieux une sonde club de golf. On doit mettre là aussi une grosse quantité de gel. Là, c'est une coupe schématique. Là, c'est une coupe échographique qui lui correspond. Donc, c'est constitué de tablettes. Donc, deux tablettes. Cette ligne hyper-échogène correspond à la tablette dorsale. Là, c'est la tablette ventrale. Entre les deux, c'est un espace anéchogène. C'est pour ça qu'elle a une structure trilaminaire. Ensuite, à la base de l'ongle, c'est la matrice. Cette matrice qui est, la voici, donc elle est iso-échogène en mode B. Ensuite, cet espace-là entre la tablette ventrale et la corticale de l'IPD correspond au lit de l'angle, qui est hypoéchogène en mode B. Puis, on peut retrouver une petite vascularisation chez un sujet normal, hein, une vascularisation au niveau de la matrice et au niveau du lit de l'angle.
Alors, voici maintenant les lésions les plus fréquemment retrouvées en échographie de l'onychopathie psoriasique. C'est le plus qui a été rapporté, c'est la perte de la structure trilaminaire des tablettes, avec, donc là, c'est des stades évolutifs, ça va en crescendo. Donc là, c'est des dépôts hyperéchogènes au niveau de la tablette ventrale. On peut observer un épaississement des tablettes ou carrément donc, un aspect ondulé ou en vague des tablettes avec disparition de l'espace anéchogène. Donc, on n'arrive plus à distinguer entre tablette ventrale et tablette dorsale. Et puis, on peut retrouver également un épaississement au niveau du lit de l'os. Alors, ce qu'on sait jusqu'au jour d'aujourd'hui par rapport à l'onychopathie psoriasique, on a deux résultats. Premier résultat, c'est que c'est significativement associé à un risque accru de développer un rhumatisme psoriasique. Donc, onychopathie psoriasique chez un patient qui a un psoriasis, c'est associé à un risque de développer un rhumatisme pso. Deuxième chose, c'est qu'il y a une association entre cette onychopathie échographique infraclinique, c'est-à-dire rien cliniquement, et on retrouve à l'échographie une onychopathie, et le développement d'une enthésite aux IPD. C'est tout ce qu'on sait. Et à ce jour, il y a un manque de standardisation dans la technique d'examen ainsi que dans l'interprétation des résultats. Et c'est pour ceci que j'ai préféré personnellement de ne pas l'inclure dans mon agenda. D'ailleurs, Dr Mahmoud, si elle est là, elle ne va pas me contredire puisque Inès elle a mené une grande étude sur l'échographie de l'angle dans le rhumatisme psoriasique et les résultats dans la littérature sont un peu controversés. Voilà donc ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà de la synovite, qui est important lors de la réalisation d'une échographie des mains pour établir un diagnostic entre PA et rhumatisme pso, c'est d'évaluer s'il y a une atteinte plutôt synoviale prédominante ou extra-synoviale prédominante, puisque ça a été démontré là aussi par Zabotti, donc la présence d'au moins une lésion extra-synoviale au niveau de l'échographie des mains avait une sensibilité élevée, mais surtout une spécificité très élevée pour le diagnostic de rhumatisme psoriasique. Alors, pour revenir au cas de notre patiente, rappelez-vous, on avait trouvé chez elle une synovite des poignets, une ténosynovite des fléchisseurs, et cette lésion, en fait, c'est une péritendinite des extenseurs. Avec le contexte qu'elle avait, avec la coxide droite, on avait retenu le diagnostic de rhumatisme psoriasique, on l'avait mis sous méthotrexate, mais là, vous pouvez me dire que de toutes les façons, même avec le diagnostic de PR, au départ, le traitement est le même, c'est surtout le cadre nosologique qui nous importe. Alors, je finis, pour la fin, on peut proposer cet algorithme. En cas de doute entre PR ou rhumatisme psoriasique débutant périphérique, si radio et bio ne sont pas contributifs, là, on peut s'aider de l'échographie des mains, ou même si les radios sont contributives, on peut également s'aider de l'échographie des mains. Alors, si l'échographie des mains met en évidence une atteinte extra-synoviale, à type d'une péritendinite des extenseurs, les anthésites, œdème des tissus mous, la synovie des IPD, là, le diagnostic de rhumatisme psoriasique serait le plus probable. Par contre, si on a cette ténosynovite au niveau des compartiments des extenseurs, surtout l'extenseur ulnaire du carpe, sans aucune participation extra-synoviale, là, probablement, on est devant une polyarthrite rhumatoïde. Voilà donc ma dernière diapo. Je tiens à souligner ces petits points, en fait, ces petits points manquants sur lesquels il faudrait travailler. C'est que nous avons besoin de plus de données prospectives avec une cohorte de plus grande taille pour le rhumatisme psoriasique afin de tester la vraie valeur ajoutée de l'échographie des mains par rapport aux autres examens dont nous disposons. Et je vous remercie.